toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur. Et aujourd'hui, je suis reçue chez Brigitte Papadopoulos. Bonjour Brigitte. Bonjour Emmanuel. On va passer un petit moment entre filles. Je lui réserve quelques questions perso et pro pour elle. Je vous rappelle le concept très simple de l'émission. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis si t'es prête, on va lancer. Let's go. Let's go. Allez, c'est parti. Jingle. Donc ma première question pour toi, déjà Brigitte, quelle est ta société, quel est ton rôle de chef d'entreprise et de tes multiples vies aussi. Explique-nous tout. Alors, j'ai vraiment, je ne sais pas exactement, mais entre 5 et 8 sociétés. Ah oui, quand même. Multiples vies. Multiples vies. Donc ma première vie, c'était l'immobilier, comme tout le monde sait. Et puis après, de l'immobilier a découlé la décoration d'intérieur, bien évidemment, puisque c'était moi qui décorais les appartements témoins. Je faisais du homestaging, mais ça n'existait pas encore en fait. Il y a pratiquement, oui, c'est ça, il y a pratiquement 30 ans. Et donc voilà, ça c'était le départ. Et un jour, grande lassitude. J'ai fait une fac de droit et au départ, je voulais être avocate pour défendre la veuve et l'orphelin. Un accident de parcours a fait que j'ai dû partir travailler et je me suis arrêtée à l'école préparatoire de l'école d'avocat. Et j'ai fait de l'immobilier pour gagner ma vie. Donc c'était pas vraiment la vocation, voilà, c'était vraiment pour installer ma vie. Et donc j'ai fait une reconversion professionnelle où je suis repartie à l'école et là je me suis vraiment intéressée aux sciences et tout ce qui est nutrition, micronutrition et neuronutrition. Ok, et donc aujourd'hui, que fais-tu? Et donc aujourd'hui, après avoir toujours un pied dans l'immobilier, j'ai eu 3 cabinets. Okay. J'ai exercé en tant que neuro et micronutritionniste. Okay. J'ai eu des centres anti-âge et amincissement. Et pareil, maintenant je me lève, je dis j'en peux plus, parce que j'avais dérivé sur la chose facile, parce que je m'attache beaucoup aux gens. C'est comme ça, depuis que je suis petite, je pense que voilà, on se... Surtout quand on fait ça, je pense qu'on est assez proche des gens aussi. Et du coup, la neuronutrition, les gens vont pas toujours dans le mieux, et voilà, ça me posait un problème point de vue émotionnel. Et les enfants étaient jeunes encore, j'avais besoin de mon énergie, et puis je confondais un peu les choses. Pourquoi il fait un caprice alors que je viens de quitter quelqu'un qui va mourir dans 3 mois? Les choses étaient disproportionnées, j'arrivais plus à gérer, et la priorité, ça restait quand même mes 3 enfants. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de facile, émotionnellement pour moi? J'ai dit le truc, excusez-moi, mais simple, facile, c'est l'amincissement et l'anti-âge, surtout sur la côte, quoi. Oui. Donc voilà, j'ai eu mes 3 cabinets, j'ai créé une marque de cosmétiques, de compléments alimentaires, et un jour, je me suis dit, ça va plus, voilà. Donc, multiples vies. Donc j'ai vendu ma marque à un groupe international qui a racheté mon espace, et du coup, je me suis libérée, j'avais plus de contraintes, de rendez-vous, de temps, parce que je travaillais de 7h30 du matin à 7h30 du soir. Donc c'était une vie, mes enfants étaient plus grands, mais quand même, voilà. Oui. Donc ça m'a libérée beaucoup de temps. Quand tu étais dans l'immobilier, tu étais déjà à ton compte? Oui. Ok, donc pratiquement depuis le début, tu es chef d'entreprise. Oui. Allez, vas-y, dis-nous un petit chiffre. Depuis combien d'années tu es chef d'entreprise, Brigitte? 27 ans. Oh là là. 27 ans, c'est incroyable. 27 ans. Ouais. Et en tout, tu penses que tu as eu combien de sociétés? Ah non, toujours pareil. Parce que j'ai toujours ma première société en fait. Tu l'as gardé quand même? Oui, je l'ai toujours. Donc ma plus ancienne, elle a 27 ans. Et la plus récente, elle doit avoir 4 ans, 5 ans. Ah oui, quand même, oui, effectivement. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être chef d'entreprise et pas salarié dès le début? Parce que dans l'immobilier, on peut être salarié aussi. Oui, c'est vrai. En fait, moi j'ai une histoire incroyable parce que j'ai été inspirée, on verra pourquoi plus tard, mais par des femmes incroyables. Et je pensais que c'était normal d'être chef d'entreprise. Moi, je croyais, enfant, en petite fille, je croyais qu'en fait, on pouvait choisir entre
être le big boss ou faire autre chose, être l'assistante du big boss. Mais l'option 1, c'était le big boss. Et en fait, peut-être, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, j'ai compris ça grâce au FCE. J'ai compris que, ben non, en fait, pas tout le monde pensait comme ça. Moi, je croyais que, comme j'étais convaincue, je n'ai jamais rencontré des problèmes liés aux femmes. C'était ma question qui allait forcément en découler parce que souvent, quand on choisit, quand on est une femme, de faire une carrière d'être chef d'entreprise, la première question qu'on nous pose, c'est et alors la vie de famille, du coup, tu veux pas d'enfants? Et t'en as 3. J'en ai 3. Donc c'est parce qu'effectivement, tu as baigné dans un milieu et dans un contexte aussi qui a fait qu'on t'a dit que c'était possible. On m'a dit normal. oui. Personne ne m'avait dit que ça allait être dur, que ça Donc du coup, quand j'ai été confrontée au milieu masculin, dans l'immobilier. Oui. On parle de ça il y a 30 ans en arrière. Parce que si quand j'étais étudiante en droit, j'ai financé une grosse partie de mes études avec l'immobilier. Oui. Et un jour, le patron de l'agence pour laquelle je travaillais est parti avec la caisse. Super. Donc pendant que j'étais étudiante, je travaillais pour quelqu'un. Et là, j'ai dit plus jamais de ma vie. Et donc, j'ai dit quelle est l'alternative? Je veux être mon propre patron. Donc je suis partie à créer ma société. Voilà. Incroyable. Incroyable. Quel était ton rêve de petite fille quand tu étais plus jeune? Allez, la petite Brigitte de 8 ans, elle voulait faire quoi? Alors, la petite Brigitte de 8 ans, elle était partagée entre... J'ose même pas le dire. Vas-y. Alors moi, j'ai entendu des métiers qui me font toujours à mourir de rire. Vas-y. Archéologue, pompier, vétérinaire... Non. C'est tellement en dessous de ça. Chanteuse. Non. Moi, je suis de la génération de Dallas, à la télé. Ok, trop bien. Et en fait, j'étais avec un papa qui était fonctionnaire dans l'administration et il enseignait le tai chi, le qigong, c'est un prof de sport qui enseigne aussi. Et du coup, pour te donner le déséquilibre, moi je voulais des patins à roulettes, je me suis retrouvée avec un zafou. Et en fait, je me suis défoulée dans les séries télé, tu sais. Et pour moi, c'était... en fait, je voulais être là-bas. Je voulais avoir la grande maison. Je voulais être Derrick, avec ma petite étoile. Et en fait, tu vois, par les séries, par mon incroyable vie d'enfant que j'ai vue à travers mes parents, je me suis dit, c'est évident que je veux avoir un poste à responsabilité, je veux aider des gens, je veux faire participer. Et puis il y a un côté un petit peu observation, analyse dans ce métier-là et que tu as gardé finalement beaucoup plus tard aussi, que ce soit dans l'immobilier, dans tout ce qui est neurobiologique, etc. Donc il y a toujours un petit lien quand on est enfant. Moi, c'est pour ça que j'aime bien poser la question, parce que oui, il y a le truc un peu chanteuse, etc. Mais c'est le pourquoi derrière qui est toujours très intéressant. Du coup, c'est ma question suivante. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi ta vision? Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais moi, il y a quelque chose qui c'est vraiment pour moi un problème. Ça m'émeut à chaque fois que j'en parle, mais je ne peux pas supporter que des femmes dorment dehors, que des femmes soient en insécurité, ici ou dans le monde. Je parle à Emmanuel. Et moi, j'ai une vision, mais qui m'appartient, et un espoir qui, j'espère, ne sera pas vain, mais je me dis, on est des femmes chefs d'entreprise, on a un réseau, on est des femmes incroyables, toutes. On a un pouvoir, le milieu de l'entreprise a un pouvoir aujourd'hui, bien plus que l'État, la religion, etc. C'est incroyable. Je me dis, pourquoi on ne se regrouperait pas toutes un jour, un moment, de dire, il y a des femmes qui sont coincées dans des situations qui n'ont pas eu peut-être... Alors, je ne veux pas parler de chance parce que moi, on ne peut pas dire que j'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai été chercher les opportunités et je pense que les actions font des réactions. Donc, tu récupères aussi un peu ce que tu sèmes. Mais je me dis, il y a des gens qui n'ont pas eu d'opportunités, qui n'ont pas eu l'éducation pour aller les saisir. Et ça ne doit pas être jugé. Ça doit, à un moment donné, comment on peut faire différemment? Comment? Et je me dis, avec toutes les sociétés qu'on a. C'est vrai. Tous les milieux qu'on regroupe, parce que regarde, on a des parcours tout dingues. Oui, tout à fait. Pourquoi on ne se prend pas le problème à bras le corps pour avancer, pour essayer de trouver des solutions pour former ces femmes, pas pour leur donner de l'argent et puis voilà. Non, oui. C'est le côté mindset aussi et neurologique. En fait, les seules limites, c'est nous qui nous les mettons aussi. Exactement. Alors, effectivement, on a certains qui ont des opportunités qui arrivent plus facilement que d'autres. Et encore, je veux dire, il faut aussi les voir, les opportunités.
Et puis il faut oser, hein, oser les prendre et les saisir. Et quand on a des croyances limitantes ou une éducation ou de l'expérience ou pas d'éducation, ou pas d'éducation aussi, qui font que c'est limitant et bloquant, effectivement, de pouvoir passer au-delà de ça. Voilà, et donc, d'apprendre et de penser que ce soit possible et normal. Et toi-même, tu le sais dans ton parcours. Dans mon parcours, je pense que, comme tu dis, les seules limites, c'est celles que l'on se met, que l'on s'impose. Donc voilà, ça serait mon rêve, de dire, voilà, bah ok, on réfléchit entre toutes, dans la France, dans le monde, on rayonne dans le monde, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est le plus gros réseau aussi international de femmes chefs d'entreprise, il faut le préciser. Donc moi j'ai des frissons quand je dis ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc je me dis, voilà, il y a tout. Pourquoi pas réfléchir là-dessus? Ça serait vraiment... Ça serait aussi ton combat qui te tient le plus à cœur, du coup? Oui, parce qu'une femme qui va bien, c'est une famille qui va bien. C'est vrai aussi. Moi, on me dit, oui, pourquoi tu as choisi, parce qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas si on aura le temps, mais d'accompagner, j'accompagne les femmes dirigeantes dans tout ce qui est image verbale, non verbale, tout ce qui est... justement, les situations récurrentes, les croyances limitantes, et on me dit, mais pourquoi tu fais du chauvinisme, on va dire, à prendre des femmes dirigeantes? Mais c'est parce qu'on n'a plus le temps. C'est ça. Et une femme dirigeante qui va bien, ça en transforme 10, 15, 20 autour d'elle. Parce qu'une femme dirigeante a des employés, souvent, elle rayonne dans certaines sphères et elle peut aider d'autres gens. Tout à fait, que ce soit autant sa famille, ses proches, que aussi ses employés, ses collaborateurs. Exactement. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les femmes dirigeantes. C'est parce que je suis dirigeante depuis 27 ans, donc je ne me voyais pas non plus faire autre chose, franchement. Mais c'est aussi ça la réalité. Aujourd'hui, je trouve qu'une femme dirigeante qui va bien, elle peut changer le monde autour d'elle. Et si toutes... On est bien dans nos baskets, tu le sais, puisqu'on est quand même... Moi, ma phrase fétiche, c'est vraiment ça, c'est un moment de courage peut changer une journée peut changer une vie, et une vie peut changer le monde. Exactement. Donc, on est en plein dedans. On a tout résumé. Exactement. Aujourd'hui, si on fait un petit retour arrière sur ta vie, ta carrière, etc., quelle est ta plus belle réussite, ce qui te rend le plus fière? Il y a beaucoup de choses qui me rendent fière. Beaucoup de choses. Alors, je vais faire le truc cliché. Mes enfants, bien évidemment, hein, bien désolée, mais voilà, c'est quelque chose qui est... voilà, ils sont grands. Qu'est-ce qui te rend fière? Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que toutes vous dites vos enfants et c'est vraiment honorable. Mais j'aimerais savoir pourquoi, en fait, c'est ça qui, par rapport à tout ce que tu as accompli et tout ton parcours, pourquoi c'est ça qui vraiment, pour toi, est ta plus belle réussite et te rend encore le plus fière? Certainement parce que je les vois évoluer. Et même si on n'est pas toujours d'accord, je pense que je leur ai donné les cartes pour aller jouer dans le jeu de la vie. Et pour, à un moment donné, même si, attention, des fois c'est très difficile, des fois on peut être en conflit avec ses enfants, des fois, mais j'ai confiance en eux. Et je sais qu'ils sont armés pour, à un moment donné, regarder, observer, et je pense leur avoir donné les outils pour réajuster. Et ça, c'est beau. Tu es dans un métier qui est dans la transmission aussi, donc je pense que c'est encore plus beau quand on transmet à ses propres enfants. C'est ça. Par rapport à ce qu'on transmet. Moi, j'ai 2 garçons et une fille, et pour moi, c'est très important aussi d'avoir élevé mes garçons dans une autre dynamique de machisme où... Alors on appelle ça des hommes déconstruits maintenant, oui, apparemment. Non, moi, mes fils sont capables de vivre seuls. Enfin, voilà quoi, ils savent faire tourner une machine, ils savent se faire à manger. Tes belles filles te remercieront. Oui, voilà, j'espère. Un jour, j'espère. Voilà. Et ma fille, voilà, elle a eu aussi un départ très compliqué dans la vie, mais elle s'en est sortie. Tout doucement mais sûrement et je suis très fière d'elle aussi parce que c'est ça, voilà, la réussite du moment, quoi. Du coup, ça me relance là-dessus. Comment tu fais pour gérer ta vie de famille avec tes 3 enfants et tu m'as dit 6-7 sociétés? Comment tu fais? Alors c'est une sacrée organisation parce que c'est des domaines complètement différents. Bon, globalement le plus gros des sociétés c'est quand même l'immobilier. Donc l'immobilier, on a un gros staff, on a un très gros staff, et pour dire la vérité, moi je ne m'implique plus. L'agence immobilière, je le gère
que de loin, voilà, il y a des gens qui sont en place. La promotion immobilière, c'est pareil. Mais je gère sur le côté technique, c'est-à-dire développement de projet. Oui. Voilà, là, je suis très, très impliquée. Et ça me plaît beaucoup. Après, le reste, comme je t'ai dit, j'ai vendu tous mes cabinets. Donc ça, déjà, ça m'a libéré beaucoup de temps. Et là, la société j'ai ma société à Monaco Image Consulting. Donc là, pareil, je suis en train de créer une méthode assez novatrice et différente de ce qu'on peut voir. Et j'essaie d'équilibrer mon temps, en fait. Maintenant, mes enfants sont grands. Donc, ils ne veulent pas complètement de leurs propres ailes, mais ça me laisse beaucoup de disponibilité. Mais enfin, c'était difficile. Je dormais très peu. Ok. Je me lève très très tôt le matin. Je me lève vers 5h30. Ah oui. Donc le matin, c'est footing sur mon tapis de course. Et à 6h, 6h15, je commence ma journée. Comment t'as tenu dans la durée? Je crois que c'est grâce aux affous que mon père m'a offert à mes 8 ans. Il a bien fait de ne pas m'acheter des bâtons à roulettes parce qu'il m'a appris la méditation. Et en fait, sans le savoir, moi je ne savais, comme je ne savais pas beaucoup de choses, tu vois, mais sans savoir, j'ai appris à méditer et j'ai appris à m'auto-régénérer, mais sans forcer, tu vois, je croyais que tout le monde faisait ça. Encore une fois, c'était normal pour toi et naturel. Mais c'est tard, c'est à la fac que j'ai compris que non. Parce qu'à la fac, j'étais très connue pour, tu sais, rester assise pendant 3-4 heures à la bibliothèque sans bouger, sans faire pipi. Et on me disait, mais comment tu fais? Mais comment tu... T'es figée. Et je disais, Et en fait, en voyant les interrogations avec mes copains de fac et mes copines, j'ai compris que non, en fait. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde ne fait pas ça. Voilà. Donc, tu as aussi une autre famille que tu as rejointe, ouais. Pas qu'une, j'en ai disais. Oui. Tu as rejoint la famille des FCE Cannes Côte d'Azur. Tu as été intronisée au mois de juillet. Oui, c'est mais tu n'en étais pas ta première famille de FCE. Tu as une belle anecdote à nous raconter. Pourquoi as-tu rejoint les FCE en général et pourquoi nous, la délégation de Cannes Côte d'Azur? Alors, c'est une grande histoire avec la délégation de Cannes Côte d'Azur parce que je suis née à Cannes et ma maman était l'assistante de direction d'une femme incroyable qui a été présidente des femmes chefs d'entreprise pendant longtemps. Et j'étais à l'école à Jean Massé, donc je traversais rue d'Antibes et j'attendais ma maman et je faisais mes devoirs et je voyais ces femmes incroyables changer le monde, mais je ne me rendais pas compte qu'elles étaient en train de changer le monde, c'est fou. Et j'étais émerveillée, j'écoutais, donc j'entendais des stratégies, j'entendais des choses. Et en fait, c'était les femmes chefs d'entreprise Cannes Côte d'Azur. Donc ça a été et c'est grâce à ces femmes que j'ai remercié l'autre soir lors de mon intronisation parce que certaines sont encore là, c'est magnifique. Et elles ne se sont pas rendues compte à quel point elles m'inspiraient, moi, petite fille, en train d'apprendre à écrire et d'entendre ça, c'était magnifique. Et du coup, pour moi, les femmes chefs d'entreprise, ça résonne depuis que j'ai 55 ans aujourd'hui. Donc j'avais 6 ans, j'étais en primaire, en cours préparatoire. 40... c'est fou pour moi. Donc, si tu veux, quand je me suis installée à Monaco pour le travail il y a pratiquement, je ne sais plus, 10-15 ans, naturellement, d'abord j'ai construit la société là-bas, ce qui était compliqué parce que comme quand on lance quelque chose, je travaillais beaucoup. Et quand j'ai commencé à vendre mes cabinets en France, j'ai eu un contact avec les femmes chefs d'entreprise de Monaco sur place, ça s'est très bien passé. Et du coup, je suis rentrée d'abord à Monaco. Parce que ta société qui est à Monaco. Et j'ai une des sociétés qui est à Monaco. Et puis, je suis très vite rentrée au comité directeur où j'ai eu le grand honneur d'avoir pendant plusieurs années l'accueil des nouvelles membres. Et j'ai pris énormément de plaisir. Je suis très proche des membres, bien évidemment, puisque la première personne qu'elle rencontrait, c'était moi. Oui, forcément, oui. Donc voilà, ça a été une très belle aventure. Et j'ai rencontré, lors d'un salon à Nice,
les femmes chefs d'entreprise de Cannes. Et donc tout de suite, on a commencé à discuter avant, mais... Et puis, je suis toujours plus ou moins venue hein, aux soirées, dès que je pouvais. Et puis il y a eu Julie. Julie, incroyable énergie. On a la même marraine, c'est pour ça. Voilà. et du coup, je suis venue de plus en plus. Et ça a été une évidence parce que on partage tellement de choses et puis ça résonne tellement en moi, ça fait ramener des souvenirs d'enfance. La boucle est bouclée. Voilà. Donc voilà. Toutes ces années, effectivement. Et vous avez tellement une cohésion, une sororité forte et un lien qui est incroyable. Quand on vient de Monaco, on est surprise par ça, toutes mes collègues me le disent et c'est vrai que c'est une énergie qui est communicative. C'est vrai, on est assez fiers de ça. Quelle est ta plus grande sortie de zone de confort? Celle qui t'a bousculé, qui t'a challengé, où t'as douté, etc. Waouh. Il y a 5 minutes. Hein. Non, mais je suis quelqu'un qui a vécu des choses très dures, et même sur le plan médical. Et on m'avait dit, enfin pas à moi, mais à mes parents, préparez-vous. Et je ne peux pas expliquer, mais on m'avait donné quelques jours à vivre. Ok. Et tada. Il y a 41 ans, donc je pense que je m'en suis, 40 ans, je m'en suis pas mal sortie. Et ça m'a, cette chose, parce que je suis marquée dans ma chair, j'ai 60 points sur le ventre, j'ai été opérée d'une appendicite avec des instruments sales, j'ai fait une péritonite. Et à chaque fois que je doute pour faire quelque chose, que la peur pourrait me prendre, je pense à ce qui m'est arrivé et je me dis, si j'ai réussi à surmonter ça, qu'est-ce qui va m'arrêter? À côté. Oui, c'est pas prétentieux. Hein, absolument pas, en fait. Mais je me dis, tu vois, le côté limite, j'ai aucune limite. Parce que si c'est juste, évidemment, on est d'accord, non, je vais pas. Mais si c'est juste et si je le sens profondément en moi, je ne me laisse pas arrêter. J'ai jamais donné le pouvoir à l'autre de me limiter. En fait, je pense que quand on a approché de près la mort, du coup, la peur, on l'a vécue, elle a été intérieure. Et je pense qu'après, dans le reste de notre vie, vraiment, c'est soit on continue à vivre dans la peur et à prendre des décisions par la peur, ou alors au contraire par l'amour. Et dans ces cas-là, les décisions sont plus les mêmes. Exactement. Ça a été vraiment pour moi la chose la plus terrible que j'ai vécue et la chose la meilleure. Vraiment. Oui, pour ce que ça t'a apporté derrière et ce que tu en as fait aussi. Ouais. Donc ma zone de confort, ça a été, quand j'étais enfant, j'étais dyslexique. Et je raconte de temps en temps cette histoire parce que je me dis, ça peut peut-être aider des parents ou des enfants qui m'écoutent. Et en fait, moi, il y a 50 ans de ça, on ne parlait pas de la dyslexie. La dyslexie, voilà. Donc, oui, j'étais une enfant qui était feignante. Parce que je comprenais des choses très très vite et d'autres choses c'était... Et alors je me disais qu'est-ce que je fais là? Mais quand va s'arrêter cette journée, tu vois? Et en fait, j'ai appris bien plus tard à la fac que j'avais un problème de dyslexie, donc on m'a expliqué ce que c'était et là mais tout a pris sens, tu vois? Quand on met le doigt sur voilà, et puis j'ai dit mais c'est ça, mais vous me connaissez, mais non, c'est un trouble, tu vois. Et ça a complètement transformé ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours besoin de travailler 10 fois plus que les autres pour arriver à un résultat de 10-12, tu vois. Je me suis traînée jusqu'à ce que, alors je ne savais pas que c'était possible, mais il y a un basculement et je me suis complètement rééduquée. Et à la fac, ça a été quelque chose de... moi qui étais dans les 10-12... On se donne les bonnes armes pour... J'ai tout, tu vois, donc ça a transformé ma vie. Donc je crois que le plus grand pas que j'ai fait après mon opération, où là j'ai été victime, ça a été personne ne croit en moi. Une prof a cru en moi. Et elle m'a dit, j'ai fait un bref passage dans l'administration. Et je voulais passer des concours internes. Et elle m'a dit, vous savez Brigitte, vous êtes brillante et je pense que vous n'avez, enfin c'est
pas méchant, mais vous devriez vous tourner vers le secteur privé. Allez à la fac. Et là, alors, qu'une enseignante me dise ça, Oui. je n'y croyais pas, tu vois, mais elle avait vu ça en moi sans m'expliquer tout ça. Et j'ai eu le courage d'aller m'inscrire et ma vie s'est transformée en conte de fées. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre dans Ouais. notre parcours Ouais. et qui font un effet pivot. Écoute, j'ai jamais pu la remercier parce que c'est vrai que je ne l'ai plus vue, mais cette femme-là, avec son regard bienveillant, a changé ma vie. Parce que si elle n'avait pas eu ces mots, j'aurais jamais osé aller m'inscrire à la fac. Parce que je me sentais pas comme les autres, en fait. Tu vois ? Je comprends, tout à fait. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Il y en a beaucoup. Que tu la connaisses, que tu la connaisses pas, vivante, morte, célèbre, pas célèbre, Il y en a beaucoup. fictive, réelle. J'ai beaucoup d'admiration pour Oprah Winfrey qui a eu une vie, oh là 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 là, mais incroyable, et qui aurait pu Forte résilience. une résilience exceptionnelle, qui aurait pu finir et qui a eu cette force intérieure. Je l'admire beaucoup. J'admire beaucoup de femmes qui ont des combats incroyables, qui ont du sens. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se disent avoir des combats, mais c'est des combats nombrilistes. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, quand on sait s'oublier soi-même, pour porter vraiment impacter, waouh. Tout à fait. Bon, d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, Oprah Winfrey a été virée notamment très jeune de tout ce qui est secteur de la télé, du média, etc. en disant vous ne réussirez jamais dans ce milieu-là, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes productrices de talk show qui soit. Donc, c'est un vrai modèle. Incroyable. Elle garde vraiment cette simplicité de cœur et de partage. Enfin, elle ne dit pas tout ce qu'elle fait, mais Tout à fait. Waouh. On arrive sur la fin de l'émission. J'arrive à ma dernière question pour toi. C'est la question secrète. Et du coup, on a beaucoup parlé de ton passé. Et cette fois-ci, on va aller très très loin dans ton futur. Et je vais te poser cette fameuse question sur le jour de ton enterrement. Wow. On va aller sur ce jour-là. Donc, je te souhaite le plus lointain possible. On part du principe que à ce moment-là, tu auras tout accompli, d'accord ? Tu es morte de ta belle mort, etc. Tout le monde vient à ton enterrement. Et comme tu sais, un enterrement, on fait des discours. Tous tes proches, tes collègues, ta famille, etc. Et ma question pour toi, c'est, Brigitte, que souhaites-tu que tes proches disent de toi ce jour-là à ton enterrement ? Waouh. Alors, c'est une drôle de question, mais, mais je pense que j'espère que ça sera le plus loin, parce que je pensais qui pourrait dire un discours, donc on va enlever les enfants. On enlève qui, bien sûr, oui, etc. je veux pas. Si on lissait tous les discours, grosso modo, qu'est-ce qui remonterait ? J'aimerais qu'il remonte que ce que vraiment j'ai eu au fond de moi, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai pas fait par ego. Je l'ai fait vraiment par conviction profonde, et je l'ai fait pour vraiment créer quelque chose de plus grand qui nous dépasse et aider vraiment le maximum de personnes, parce que je trouve que quand on aide les gens à aller mieux, c'est le monde entier qui va mieux. Donc ça serait vraiment... je voudrais pas que les gens soient tristes, parce que j'ai déjà là eu une vie tellement extraordinaire, Emmanuel, que... Voilà, et surtout que ce qui reste, c'est que voilà, ce partage, cette sororité, ce partage même avec homme-femme, hein, je veux dire, hein, c'est pas ça, mais ce côté entraide, et voilà, il reste quelque chose de fort derrière. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. L'émission touche à sa fin et comme vous le savez, à chaque fois les filles me posent une question et donc Brigitte, c'est à toi de me torturer. Oh. Alors Emmanuel, donc je sais que tu as aussi un parcours incroyable, et j'aimerais savoir comment tu fais pour impacter ces jeunes
à qui tu transmets à qui tu à transmets. l'université. Est-ce que tu as cette conscience-là parce que c'est l'avenir? Tout à fait. Alors il y a comment, il y a le pourquoi aussi qui est énormément lié. En fait, je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire je suis passée j'ai mon dernier master à Polytech, j'enseigne dans ce même master l'année suivante, c'est comme ça que j'ai commencé. Les 2 premières années, on m'a appris ce que c'est que l'ingénierie pédagogique, etc. Donc j'étais en binôme avec d'autres de mes mentors. Et après, on m'a donné carte blanche pour créer mes premiers cours, etc. Et en fait, c'était en parallèle où je rentrais forcément dans le milieu professionnel aussi. Je devenais manager dans une très grosse société, etc. Et j'avais fait un master extraordinaire où j'ai appris le leadership, l'innovation. Donc moi, je pensais que j'allais rentrer dans une entreprise et que ça allait être comme ça. Oui. Management bienveillant, tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été très compliqué pour moi. Je me suis rendu compte que entre ce qu'on apprenait et puis la réalité sur le terrain, c'était totalement différent. Je me suis reconfrontée de nouveau à ce que j'avais vécu quand j'étais petite, c'est-à-dire au harcèlement. Donc en plus que j'avais pas du tout réglé, que je pensais avoir réglé, mais qui ont refait surface, etc. Donc qui ont été très douloureux. J'ai fait un burn-out, je tombais très malade, etc. Et en fait c'est là où ça a pris sens, où je me suis dit en fait quand j'arrive en entreprise et que je travaille avec d'autres managers de la direction, j'arrive trop tard. Et quand j'ai monté ma société à la fin de mon burn-out, je me suis dit c'est génial, l'impact que je travaille avec une entreprise, mais j'arrive trop tard. Et c'est là où ça a pris son sens de vraiment travailler sur le leadership et l'innovation avec les étudiants, parce que je me dis, ils sont encore jeunes, ils ont encore de l'espoir, et s'ils sortent de l'école, ne serait-ce qu'avec une toute petite graine que j'ai pu semer, et que plus tard, ils comprennent que quand on est un être humain avec des responsabilités, notamment managériales et de leadership, on a le pouvoir de pouvoir construire, impacter et développer les gens comme on a le pouvoir de les détruire. Exactement. Et moi, je veux qu'ils aient ce choix-là de se dire, moi, je veux pas détruire, je veux construire avec ces personnes-là et je veux les développer. Et c'est ça qui, pour moi, est hyper important et c'est pour ça que je le fais. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir former plus de 400 étudiants par an. Donc, j'espère qu'ils se souviendront de moi et d'avoir aussi une pédagogie qui soit dans l'air du temps, etc. Donc, moi, j'aime rigoler avec eux. Je suis autant naturelle que ce que je suis avec toi, que quand je suis avec mes étudiants. J'ai autant de plaisir à les voir que quand je vais voir mes amis. Je suis très, très proche d'eux. Et mon but, c'est qu'ils deviennent de grands leaders plus tard, ou en tout cas qu'ils ne fassent pas de mal dans leur vie future. Et ça, là-dessus, franchement, c'est merci. Donc ça y est, on a fini, on touche à notre fin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Brigitte, merci pour toi, tout ce que tu as partagé avec nous là-dessus, sur ton parcours qui est vraiment incroyable et toute cette sensibilité que tu nous as partagée. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, n'oubliez pas de partager, commenter et liker. Au revoir. Bye bye.